Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV78. Nous sommes le jeudi 1er décembre. Voici le programme. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida, l'occasion de rappeler l'importance du dépistage du VIH. Selon les derniers chiffres publiés par Santé publique France, les personnes de plus de 50 ans sont les plus vulnérables. Alors, comment se faire tester, comment se faire accompagner? Nous en parlerons avec Jérôme André, le directeur général de HF Prévention Santé. C'est notre invité. Comme chaque année, le Téléthon revient le premier week-end du mois de décembre, moment de solidarité pour la recherche contre les maladies rares. Plusieurs événements sont organisés dans le département. Nous en parlerons avec Julie Houchet, la coordinatrice du Téléthon dans le secteur Est des Yvelines. Et puis, comme d'habitude, le jeudi, à l'approche du week-end, nous vous donnerons nos idées de sortie dans les Yvelines. Nous aurons notamment une grande page sur Noël avec les marchés à venir dans le département et les activités à faire en famille à l'approche des fêtes. Et avec moi en plateau, Gabrielle Gontier, bonsoir. Bonsoir Mathilde. Journaliste de la rédaction de TV78. Vous allez nous présenter vos idées de sortie pour ce week-end. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui Mathilde, comme chaque jeudi, je vous ai préparé 5 idées de sortie à faire dans le week-end. Alors, on aura une grosse partie musique avec l'orchestre symphonique de Thoiry notamment, mais aussi de la littérature ou encore des expositions avec le 150e salon des artistes qui se tient à Versailles en ce moment. Et on en parlera plus en détail en fin d'émission. Noël, on en parlera aussi avec vous, Philippe Benassaya. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole du Conseil départemental des Yvelines et ce week-end aura lieu la 5e édition du comptoir de Noël au domaine de Madame Elisabeth à Versailles. Qu'est-ce que pourront retrouver les Yvelinois sur place? Plein de choses. Plein de choses d'abord parce qu'il y aura beaucoup de stands cette année, près de 90 stands cette année pour ce très beau village de Noël, avec beaucoup d'activités gastronomiques, beaucoup de jeux pour les enfants dans le parc du domaine Elisabeth. Donc c'est plutôt un événement sympathique pour toutes les familles et avec beaucoup de jeux cette année. On a mis, comme on dit, un peu le paquet. Et donc on en parlera également en seconde partie d'émission, mais ce week-end se déroule également le premier tour du congrès du parti Les Républicains dans les Yvelines. Les militants pourront voter pour le futur président du parti dans les Yvelines. On fera le point avec vous dans quelques instants. Avec nous également en plateau Julie Houchet, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la coordinatrice du Téléthon pour le secteur Est des Yvelines. Est-ce que tout est prêt pour ce week-end? Tout est presque prêt. On est en train de préparer la pâte à crêpes, de gonfler les ballons, d'installer les banderoles. Voilà, là on est dans les starting blocks. Et donc on parlera du programme dans quelques instants également. Avec nous en plateau Jérôme André, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de HF Prévention Santé. Cette journée, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Elle existe depuis 1989. Pourquoi est-ce qu'elle est toujours aussi importante aujourd'hui, cette journée? Eh bien malheureusement, en fait, elle est toujours d'actualité. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui encore, on meurt du sida et donc si effectivement les gens ont des traitements, ils peuvent survivre, mais pour ça, encore faut-il connaître son statut sérologique et donc être dépisté. C'est tout le travail effectivement qui est réalisé par plusieurs associations et notamment aidé donc par le ministère de la Santé, les agences régionales de santé qui font en sorte qu'il puisse y avoir du dépistage au plus proche des populations, comme le fait HF Prévention, puisque, je le rappelle, on organise 16 000 dépistages du VIH, notamment dans les universités, les centres commerciaux et les cœurs de cité, là où effectivement donc, il y a des besoins et des nécessités. Et puis, on va, comme vous le savez, puisque vous êtes souvent venus à TV78 avec nous dans les parkings forêts d'autoroute où il y a des besoins. Et plus que jamais, on le voit, une épidémie peut en cacher une autre, une pandémie peut en cacher une autre. Et là, pour le coup, le Covid-19 a fait donc il y a un ralentissement aujourd'hui des dépistages, des découvertes. Donc Santé publique France a annoncé les chiffres, 5000 découvertes, il en manque encore 2500 à 3000. Si on avait les chiffres de 2019, on serait entre 6 et 7000 contaminations chaque année. Donc là, ça prouve bien qu'on a un souci de dépistage et il faut plus que jamais renforcer le dépistage. Et donc on en parlera dans quelques instants, mais juste avant, je vous propose de regarder la météo de demain. L'hiver s'installe dans les Yvelines. Demain matin, le ciel devrait rester encore bien nuageux sur l'ensemble du département. Au niveau des températures, couvrez-vous bien parce qu'il devrait faire en moyenne 3 à 2 degrés. Dans l'après-midi, pas de gros changements. Le ciel devrait rester couvert. Au niveau des températures, comptez 3 degrés en moyenne dans les Yvelines. Et dans la nuit de vendredi à samedi, quelques flocons devraient faire leur apparition dans les Yvelines. Le point maintenant sur l'actualité du jour.
Et c'est avec vous, Céline Charles, bonsoir. Bonsoir Mathilde. On en a parlé en début de semaine, c'était lundi que débutait le procès du Val-Fouré de Mantes-la-Jolie au tribunal judiciaire de Versailles. Le procès se termine aujourd'hui, on connaît maintenant les réquisitions. Alors effectivement, pour rappel, le procès se tenait pour dénoncer un système de racket présumé sur le marché du Val-Fouré. 8 prévenus étaient jugés cette semaine. Après 2 heures de prise de parole, la magistrate Pamela Tabardel a réclamé aujourd'hui des peines variant de 18 mois à 5 ans de prison ferme sans mandat de dépôt pour 7 des 8 prévenus. Elle a également requis une interdiction définitive d'exercer dans la fonction publique ou de se rendre à Mantes-la-Jolie pendant 5 ans pour plusieurs prévenus. Concernant Sidi El Emer, ex-élu et maire par intérim de Mantes-la-Jolie, le parquet a demandé 1 année de prison avec sursis et une inéligibilité pendant 5 ans. Avis maintenant aux fans de sport, la billetterie des Jeux Olympiques de Paris 2024 est ouverte depuis ce jeudi 1er décembre. Alors attention, ce n'est que la première phase. Pour avoir une place, il va falloir être patient et chanceux. Il faut d'abord s'inscrire sur le site internet des Jeux. Il y aura ensuite un tirage au sort. Vous saurez dès le début du mois de février si vous êtes sélectionné. Si c'est le cas, vous aurez par la suite la possibilité d'acheter des packs de billets. On le rappelle, 5 épreuves se dérouleront sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. On continue avec votre chiffre du jour, Céline, 3637. Pourquoi ? Eh bien oui, le 3637, c'est le numéro de téléphone à composer à partir de ce vendredi 2 décembre et pendant tout le week-end pour faire un don à l'association AFM Téléthon. On le rappelle, l'association regroupe des malades et des parents de malades qui luttent contre les maladies génétiques rares, évolutives et lourdement invalidantes. Plusieurs événements caritatifs sont organisés dans les Yvelines. On en parlera plus tard dans l'émission. Et attention, si vous prévoyez de prendre le train ce week-end, un grand mouvement social risque de compliquer votre voyage. Alors oui Mathilde, du vendredi 2 au lundi 5 décembre, un mouvement social initié par les chefs de bord perturbera fortement la circulation des trains, principalement sur les lignes TGV Intercités opérées par SNCF Voyageurs. 60% de ces trains seront supprimés. La compagnie prévoit un train sur 2 sur le TGV Nord, 1 sur 3 sur le TGV Est et Sud-Est, 1 sur 4 sur le TGV Atlantique et les Ouigo et un Intercité sur 2. Vous pourrez changer votre billet ou être remboursé intégralement si votre train est supprimé directement sur le site de la SNCF. Notre image du jour, c'est cette limitation à 30 km/h à Manille-les-Hameaux qui débute aujourd'hui. Alors oui, il vous faudra lever le pied en arrivant à Manille-les-Hameaux. À partir d'aujourd'hui, 1er décembre, la vitesse est limitée à 30 km/h dans la ville. Une mesure prise en partie à cause des retours de sentiments d'insécurité des piétons dus à la vitesse. Elle permettra aussi la diminution du bruit et de la pollution dans la ville. Julien Leroy est allé récolter l'avis des habitants et du maire. Écoutez. Alors les 30 km/h, moi je suis pour, dans le sens où y a beaucoup d'enfants, c'est quand même une ville calme, mais bon, je vois sur les grandes avenues où il y a beaucoup de passages, où les gens, déjà c'était limité à 50, ne respectent pas forcément les 50. Il faudrait aussi l'appliquer à certains cyclistes qui vont très vite, qui brûlent les feux rouges, mais à qui on autorise tout maintenant aux cyclistes. Mais aux automobilistes, c'est vraiment la vache à lait, on nous casse les bonbons. Dans les petites rues comme ici, je trouve que c'est pas mal, effectivement, parce qu'on a tendance à appuyer un petit peu. Par contre, dans les grands axes, je trouve que 30, c'est un petit peu léger. Et puis, on a tendance à trop vouloir après regarder le compteur et que ça risque d'être peut-être plus dangereux qu'autre chose. Les 30 km/h existaient déjà, finalement, sur la commune, mais simplement par secteur. Depuis Saint-Rémy-les-Chevreuses, par exemple, jusqu'à Châteaufort, on pouvait passer sur des tronçons qui étaient à 50, 30, 50, 30, 50, avec une multiplication de panneaux et du coup une problématique de lisibilité de la réglementation de circulation sur la commune. Les habitants nous signalaient quasiment dans toutes les réunions qu'on peut faire le fait que ça roule trop vite, surtout pour les personnes qui se trouvent à pied sur les trottoirs ou à vélo, avec les enfants devant les écoles, etc. Et puis en même temps, on constatait que les vitesses finalement étaient proches de 50 km/h. Et on termine ces infos du jour par des bornes de recharge pour véhicules électriques qui vont bientôt être installées au Chénet-Rocancourt. Exactement, c'est la société Easy Charge, filiale du groupe Vinci, qui a été mandatée. Un contrat de 10 ans a été signé pour 30 emplacements dans la commune, accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Elles seront situées à plusieurs endroits, rue des Érables, rue de Versailles, boulevard Saint-Antoine ou encore avenue de Gaulle. Le déploiement devrait se faire progressivement. La première borne sera inaugurée le 9 décembre prochain. Merci beaucoup Céline Charles et comme d'habitude, si vous aussi vous voyez une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous le communiquer en utilisant le hashtag 78news.
On en parlait il y a quelques instants, le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Au niveau national, les dépistages sont au ralenti. Jérôme André, je le rappelle, vous êtes le directeur général de HF Prévention Santé. C'est le cas également dans les Yvelines, les dépistages sont au ralenti? Oui, alors effectivement, on le voit, il y a eu une démobilisation déjà des structures qui pouvaient potentiellement faire du dépistage, les centres de dépistage anonymes et gratuits, donc ce qu'on appelle donc les CEGID, qui à terme deviendront probablement d'ailleurs des centres de santé sexuelle, ont été réaxés aussi pour faire de la vaccination Covid, notamment. On a eu ensuite une autre pandémie qui est apparue durant l'été et qui a été très vite maîtrisée, qui est donc la variole du singe, le monkeypox. Donc on en avait déjà aussi parlé, et ça a aussi mobilisé les mêmes acteurs donc, du milieu infectieux. Tout ça combiné fait que, effectivement, la lutte contre le sida fait partie des pathologies qui ont souffert parce que du coup moins de dépistage et donc une prise de conscience bien moindre malgré donc les efforts. HF Prévention, on continue notamment donc dans les Yvelines et on fait partie des rares structures qui continuons donc à faire du dépistage. Nous, je vous le rappelle, on est opérateur donc pour le ministère de la Santé, mais in fine, on le voit que ce soit en Île-de-France ou que ce soit particulièrement dans les Yvelines, il est encore difficile de pouvoir reconquérir effectivement des territoires et de pouvoir aller donc dépister les gens d'une manière simple. Tout cela engendre effectivement un très grave retard au dépistage parce que les gens qui sont effectivement non découverts peuvent potentiellement donc déclencher des cas de sida et donc décéder et puis faire des formes de cancer ou autres, puisque du coup ça fait partie effectivement des différentes pathologies et en plus continue à contaminer d'autres personnes sans le savoir. Donc on va avoir effectivement dans les années à venir un boom de contamination et heureusement effectivement que les pouvoirs publics continuent à se mobiliser et notamment aussi les structures type la région Île-de-France autour de Valérie Pécresse qui permet aussi d'avoir des autotests, des tests et alors, comment se faire dans le cadre dépister, de l'Île-de-France sans sida. Comment se faire dépister donc, on peut aujourd'hui donc se faire dépister dans les unités mobiles d'HF Prévention, que ce soit à Saint-Quentin en Yvelines, on travaille beaucoup avec l'université de Saint-Quentin en Yvelines, parce qu'on le rappelle, les cas de contamination, c'est essentiellement les personnes qui sont moins de 25 ans, parce qu'effectivement, ils n'ont pas encore ce réflexe de pouvoir utiliser donc, le préservatif. Et puis, les plus de 45 ans, alors Santé publique France dit les plus de 50 ans, mais en réalité, l'âge charnière, c'est les plus de 45 ans, parce qu'il peut y avoir des changements de vie. Et puis des nouveaux comportements quand vous avez été en couple pendant 20-25 ans et que vous retrouvez une forme un peu différente de sexualité, eh bien vous allez prendre des risques parce que vous ne vous sentez pas forcément concerné, parce qu'on imagine toujours que ça peut être les autres. Et c'est l'âge où effectivement on a des découvertes de séropositivité. Donc aujourd'hui, on le dit, ça devient un peu compliqué. On a des élus qui sont mobilisés, notamment avec la région Île-de-France, autour de Île-de-France sans sida, mais c'est pas suffisant parce que derrière, on sent que c'est quand même quelque chose. Le Covid a beaucoup mobilisé sur plein de pathologies. On travaille, nous, en diabète, nutrition, problèmes cardio, on le voit. On a aussi donc des problèmes sur ces pathologies-là parce que du coup, les gens vont beaucoup plus penser au Covid que effectivement penser à ces maladies qui malheureusement restent des pandémies. Et donc afin de sensibiliser les personnes de plus de 50 ans à la question du VIH, du sida, SIDAction lance une campagne autour des grandes chansons populaires françaises à laquelle participent Lio, partenaire particulier, et Mille et Images. Les artistes et leurs paroliers ont accepté de réécrire et réenregistrer leurs grands classiques en y intégrant un message de sensibilisation et de prévention. Je vous propose d'écouter un extrait. C'est en plastique, même aromatique, c'est tactile et plus excitant. C'est en plastique et prophylactique, c'est facile et si rassurant, c'est si rassurant. Partenaire bien protégé, trouve partenaire pour faire la paire. Débloqué, pas trop timide et une bonne dose de savoir-faire.
Vous en pensez quoi, Jérôme André, de ces Mais c'est campagnes ? primordial, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les artistes se mobilisent, quand les chaînes de télé se mobilisent, quand effectivement les acteurs de terrain sont présents et que les pouvoirs publics répondent présents, on a espoir effectivement de pouvoir relancer la prévention au cas par cas, et ces campagnes-là permettent également de pouvoir sensibiliser très largement. On le voit, le 1er décembre a été un peu éclipsé encore cette année. Bon, on espère que dans les années futures, ça ira mieux. On a, nous, sorti des innovations techniques aussi pour permettre donc Sacha. aux jeunes. Voilà, Sacha, vous étiez venu donc filmer à l'inauguration. Sacha, c'est une révolution technique puisque c'est une vraie intelligence artificielle qui permet d'avoir une conversation comme on l'a là sur des problématiques de santé sexuelle, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, Sacha, c'est presque 30 000 conversations chaque mois que des gens ont, effectivement. Et puis, dans Sacha, on peut demander, voilà, je voudrais me faire dépister, où est-ce que je peux me faire dépister ? Et Sacha va pouvoir vous répondre et vous conseiller. Eh bien, merci beaucoup, Jérôme André, d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes le directeur général de HF Prévention Santé. Merci. Dans l'actualité également, le Téléthon qui aura lieu ce week-end, les 3 et 4 décembre. Il s'agit de la 36e édition pour la recherche contre les maladies génétiques rares. Et on en parle avec Julie Houchet. Vous êtes la coordinatrice du Téléthon dans le secteur Est des Yvelines. Magny-les-Hameaux sera le village du Téléthon dans ce secteur-là. Plusieurs activités sont prévues. Quelles sont-elles ? Alors, à Magny-les-Hameaux, pour le week-end, c'est Week-end en Alsace. Donc, toutes les animations Téléthon vont tourner autour de Noël en Alsace, avec une équipe de 80 bénévoles qui va être mobilisée. C'est vraiment un vrai village qui va bouger au rythme du Téléthon ce week-end. Les enfants des écoles primaires ont été sensibilisés cette semaine et vont participer à une course samedi matin. Et puis, il y a comme d'habitude les huîtres qui seront prêtes à être dégustées, toutes fraîches, venues de l'océan pour être dégustées pour le Téléthon. Et plein d'animations de concerts, de danse et d'animations pour les jeunes et les moins jeunes à Magny-les-Hameaux. Et alors, cette année, la jeune Nour qui a gagné The Voice est la marraine de cette édition. Tout à fait, elle est la marraine du Téléthon de Magny-les-Hameaux, du Téléthon magnicois, et elle offrira un concert samedi après-midi à Magny. Il y a toujours une mobilisation forte autour du Téléthon à Magny-les-Hameaux et dans tout le secteur Est des Yvelines d'ailleurs. Oui, on a des organisateurs fidèles qui nous proposent chaque année des idées les plus folles et les plus innovantes, des défis fous, qui se mobilisent pendant 24 heures, 30 heures, 36 heures, et puis qui mobilisent toutes les forces vives de la commune, donc les associations sportives, les associations culturelles, je l'ai dit, les écoles, les sapeurs-pompiers, voilà, vraiment un événement fédérateur autour de la vie de la commune pour le week-end. Alors je suis sûre que c'est compliqué, mais est-ce qu'il y a un rendez-vous à ne pas manquer ? Un seul. Non, en fait, on a quasiment 300 animations autour du Téléthon. Donc, un seul, c'est compliqué d'en citer qu'un. On va être un petit peu partout sur le territoire et il y en a vraiment pour tous les goûts. Ça peut être un tournoi de poker, un tournoi de puzzle et un tournoi de bridge pour ceux qui veulent faire un peu de jeux de société. On va avoir beaucoup d'événements sportifs, des trails de nuit, des relais pendant 24 heures la journée, des concerts, des pièces de théâtre. On a pas mal d'artistes qui seront mobilisés à nos côtés. Des sportifs aussi de haut niveau. On a Philippe Candeloro qui va venir nous faire un petit coucou samedi. On a Jean-Charles Trouabel qui est mobilisé avec nous sur les événements sportifs et les relais. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Est-ce que vous voyez de nouvelles communes yvelinoises se mobiliser pour le Téléthon ? Oui, c'était un petit peu notre défi à la coordination du Téléthon cette année. C'était notre objectif de convaincre des villes qui ne faisaient pas encore le Téléthon de proposer quelque chose à leurs habitants. Tous les ans, nous, on sait un petit peu quel est le montant des dons qui sont faits sur la télématique. Ce qu'on appelle la télématique, c'est le site internet de la FM Téléthon et les promesses de dons au 36-37. Et donc, on se rend bien compte quelles sont les villes où les habitants sont mobilisés. Et c'est une cause, en fait, qui fédère énormément les habitants. Et donc, on est allé voir ces communes-là et on leur a proposé de faire quelque chose. Et donc 2 ans après le Covid, les confinements, c'est toujours quelque chose qui mobilise. C'est pas trop compliqué de faire revenir les gens ?
Non, parce qu'on propose vraiment des actions diverses et variées. En fait, on est une association qui existe depuis très longtemps et qui existe grâce à la mobilisation des familles qui ont refusé la fatalité. Donc en fait, nous, le Covid, ça a été une source pour nous de nous dépasser, de réinventer ce qu'on pouvait proposer aux gens. Donc les drives sont toujours d'actualité. Ça a permis aux organisateurs qui faisaient des repas traditionnellement dans les salles des fêtes de faire maintenant de la prévente de billets et de proposer les repas soit sur place, soit emportés, soit en livraison. Donc voilà, on a développé un outil qui s'appelle la page de collecte en ligne. Donc en fait, ça permet aux gens de scanner le QR code et de faire un don en ligne, parce qu'en fait, on n'a plus de monnaie ou de chèque sur nous pour la plupart des gens. Donc on se développe sur tous les outils digitaux et en fait, ça a beaucoup de succès. L'année dernière, vous aviez récolté combien environ ? Sur vraiment sur le secteur Yvelines Est. Alors, on force, nous, ce qu'on appelle la force T, vraiment les animations de terrain, on était à plus de 270 000 euros. Et en tout, sur toutes les Yvelines, quand on combine la force T de terrain et la télématique, on était à 2 millions d'euros. D'accord. Et vous avez un nouvel objectif cette année ? Alors, cette année, on aimerait bien, nous, en tant que force T, dépasser les 300 000 euros et revenir aux chiffres de 2019. Ce serait un beau challenge. Merci Julie Houchet d'être venue en plateau pour en parler. Je le rappelle, vous êtes la coordinatrice du Téléthon dans le secteur Est des Yvelines. Et comme chaque année, les communes yvelinoises et leurs associations sont très mobilisées pour le Téléthon. Parcours, marche, réflexologie, ateliers de fabrication d'huile essentielle à Guyancourt, où des animations se tiennent du vendredi au dimanche avec un temps fort la soirée du samedi au pavillon Valdec-Rousseau. Au Clé-sous-Bois, soirée dansante, démonstration sportive et initiation au rugby. Cette année, d'ailleurs, le parrain du Téléthon clécien est Jean-Claude Scrella, ancien joueur et sélectionneur du 15 de France. 24 heures de marathon également à Magny-les-Hameaux du vendredi 18h30 au samedi 19h30. C'est au gymnase Chantal Mauduit. Le thème cette année, l'Alsace, et la chanteuse Nour, vainqueur de The Voice 2022, chantera l'événement. Pour la première fois, à Montigny-le-Bretonneux, un fil rouge ponctuera le week-end. Un défi escalade de 24 heures non-stop du vendredi 18h au samedi 18h. Le village Téléthon et ses animations se tiendront toute la journée de samedi au centre sportif Pierre de Coubertin. L'Union fait la force à Saint-Cyr-l'École, Bois d'Arcy et Fontenay-le-Fleury. Les trois villes se regroupent pour proposer des activités à l'espace Gérard Philippe. Enfin, à Voisin-le-Bretonneux, le gros du programme se déroule le samedi au centre sportif Les Pyramides. Mais dès le vendredi, un tournoi des 3 raquettes se tient au parc des sports Maurice-Laure. Et si vous souhaitez faire un don, vous pouvez le faire en appelant le 36 37 ou en ligne sur don.téléthon.fr. Et avec nous dans le 7-8, Philippe Benassaya. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole du Conseil départemental des Yvelines. Nous allons parler notamment de la 5e édition du comptoir de Noël qui va se dérouler au domaine de Madame Elisabeth à Versailles. Mais avant cela, nous allons parler politique avec vous. Ce sera ce week-end, se déroule le premier tour du congrès du parti Les Républicains. Les militants sont appelés à voter pour le futur président du parti en ligne ou dans les points d'accueil physique. Ils auront le choix entre Bruno Retailleau, Aurélien Pradier ou Éric Ciotti. Est-ce que vous avez fait un choix ? Est-ce que vous allez soutenir un candidat ? Alors d'abord, la transition un peu compliquée parce qu'on a quand même parlé de choses très sensibles comme vos combats que vous menez et le Téléthon. Nous sommes tous élus locaux mobilisés sur le Téléthon. Dans mon canton de Bois d'Arcy, Fontenay-le-Fleury, Saint-Cyr, vous l'avez rappelé, on sera très mobilisés. Donc transition un peu sensible, mais on va quand même parler un peu politique. C'est important, c'est très important parce que c'est une grande famille politique, les Républicains, issus d'une belle tradition gaulliste. Donc c'est pas une élection anodine. Vous allez dire que je vais faire une réponse de langue de bois, mais c'est pas du tout mon habitude. C'est que d'abord je suis vice-président des Républicains 78, donc j'ai un devoir de réserve par rapport au futur président qui va être élu. Donc il faudra travailler avec lui. Mais je pense que sur le fond, je vais vous répondre, sur le fond, le sujet est le suivant. Quel que soit le président qui sera élu, que ce soit Éric Ciotti ou Bruno Retailleau ou Aurélien Pradier, le travail est immense qui nous attend. Il n'est pas forcément politique. Parce qu'en fait, quand on voit la carte des Yvelines, voire ailleurs, l'implantation des Républicains est plutôt satisfaisante. Nous avons des villes, nous avons des agglomérations, nous dirigeons des régions,
Nous dirigeons un département, dont notamment celui des Yvelines. Donc l'implantation locale est plutôt forte. Il y a 2 problèmes qui nous handicapent depuis des années. Le premier problème, c'est le problème culturel. Qui sommes-nous? Que devenons-nous? Et où allons-nous? Et qu'est-ce qu'être de droite aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'être républicain aujourd'hui? Parce que ce soit Ciotti, Retailleau ou Pradier, ils devront répondre à cette question. Il vous reste peu d'espace, j'ai envie de dire, entre le parti de Macron plutôt libéral et le parti plutôt souverainisme de Marine Le Pen. C'est ça, parce qu'en fait, je vous rappelle que les Républicains sont issus déjà d'une alliance, qui était l'alliance de l'UDF et du RPR, qui est devenue l'UMP, avec toutes ses composantes libérales, radicales, conservatrices, souverainistes. Une partie a été captée par des partis plus souverainistes, une partie a été captée par le centre, on va dire, macroniste. Et donc, on ne sait plus qui fait quoi et comment on est perçu. Et ça, c'est la vraie question. Alors franchement, très honnêtement, je vous réponds, c'est pas la langue de bois, que ce soit Ciotti, Retailleau ou Pradier, ils devront faire ce travail de visibilité et puis et de culture. Qui sommes-nous? Et la deuxième question, et c'est là où est le handicap, c'est que nous n'avons pas de leadership. C'est pour ça que nous sommes très forts localement, mais que nationalement, nous perdons. Pourquoi nous perdons? D'abord parce que nous n'avons pas fait ce travail culturel et ce travail d'identité, mais en plus surtout parce que nous n'avons pas un leader qui, à chaque fois, rassemble. Nous l'avions en 2017 avec François Fillon, mais il y a eu ce que vous avez vu, le parquet national financier qui a été d'une extrême rapidité d'exécution dans une campagne électorale, bizarrement. Et puis depuis, il y a une sorte de descente aux enfers. On n'arrive pas à retrouver un leader qui puisse incarner ce courant de droite qui est très probablement majoritaire dans le pays. Et ce leader, du coup, il peut être retrouvé dans les Yvelines par un des 3 candidats? Pourquoi pas? Oui, peut-être quelqu'un d'autre. Éric Ciotti, vous avez entendu que s'il était président des LR, soutiendrait Laurent Wauquiez. Ça peut être quelqu'un d'autre. Nous sommes loin quand même des présidentielles. Je sais que les journalistes sont très focalisés sur les présidentielles. Même 5 ans avant, c'est la question qu'on nous pose tout de suite. Qui sera le futur président de la République? Moi, j'avoue que je n'avais pas vu arriver Emmanuel Macron 1 an avant, donc je ne me pronostiquerai pas là-dessus. Mais c'est surtout le travail qu'il faut faire avant. Retrouver un grand parti, retrouver une identité, retrouver une culture politique que nous avons perdue, et après trouver un leader qui incarne tout ce courant politique de droite qui est honnêtement majoritaire dans le pays. Merci Philippe Benassaïa. On va mettre fin à cette page politique. On va passer à notre page loisirs où on va parler du comptoir de Noël au domaine de Madame Elisabeth. Ce week-end, je le disais, se déroule la 5e édition du comptoir de Noël au domaine de Madame Elisabeth à Versailles. Alors, je vous le demandais au tout début d'émission, quelles sont les activités qui étaient prévues au total? Il y aura combien de stands environ? À peu près 90. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a mis le paquet cette année. Le département tient énormément à ce moment. Nous allons créer un véritable village de Noël dans le domaine de Madame Elisabeth, avec un parcours sucré, un parcours salé, un parcours de jeux pour enfants, des food trucks, des animations. Je pense que ça va être un vrai moment convivial et familial. Et vous attendez beaucoup de monde? Oui, je pense que cette année il va y avoir du monde parce qu'on monte en gamme dans cet événement de marché de Noël. Et c'est vrai que le département a mis les moyens pour rassembler les familles yvelinoises au domaine. Malgré ce contexte d'inflation? Oui, malgré ce contexte d'inflation, mais bon, on ne peut pas tout mettre sur le dos de l'inflation et de la crise. On sort d'une crise sanitaire et maintenant on a une crise énergétique. Demain il y aura une crise autre et puis il y en aura une autre crise. Et à chaque fois on aura un réflexe de repli qui n'est pas bon pour un peuple de se replier. Et je pense qu'il faut justement, au contraire, c'est dans les moments de crise qu'il faut investir. J'ai été maire pendant longtemps de Bois d'Arcy. J'ai été maire à une période où il y avait une crise économique
très, très importante et c'est à ce moment-là que nous avons investi. Pourquoi je dis ça? Parce que il faut aussi donner aux familles, il faut donner aussi aux Yvelinois l'envie de sortir, l'envie de vivre en famille, de rencontrer, l'envie de partager, de donner le goût de la solidarité, de la convivialité. Et c'est pas parce qu'il y a une crise qu'il faut rester tous chez soi, sinon on vit plus, quoi. C'est un rendez-vous attendu, important des Versaillais et des Yvelinois plus en général? Alors, on a constaté que, bien sûr, en majorité, il y avait des Versaillais, mais beaucoup d'Yvelinois aussi, qui viennent à ce marché de Noël, qui est devenu maintenant un rendez-vous incontournable, qui monte chaque année. L'année prochaine, on fera peut-être encore mieux. L'année dernière, on a fait un petit peu moins, mais c'est vrai qu'on est en train de monter. 90 stands, c'est beaucoup quand même, avec énormément d'animations, énormément de surprises. Et puis, je pense que les enfants vont passer un très, très bon moment. Merci Philippe Je vous en prie, d'être venu en plateau pour en parler avec nous. On continue sur le thème de Noël puisque la ferme de Galie de Saint-Cyr-l'École a tronqué ses citrouilles pour ses illuminations de Noël. Depuis le 19 novembre et jusqu'au 18 décembre, inclus, la ferme ouvre ses portes aux petits et aux plus grands pour son événement Noël et Merveille. Plusieurs ateliers sont proposés, découvrez-les avec Céline Charles. Les derniers vestiges d'Halloween trônent encore, et pourtant c'est une toute autre ambiance qui s'est installée à la ferme de Galie. Guirlandes et lumières le prouvent, Noël est à l'approche. Comme chaque année, la ferme propose tous les samedis et dimanches après-midi de nombreux ateliers à l'occasion de son événement Noël et Merveille. Pour 13,5 €, les enfants peuvent s'initier à la boulangerie et à la confection de décorations de Noël tout en côtoyant les animaux de la ferme. C'est une petite couronne, voilà. Ils ont fait une petite couronne en raffia où ils ont dû créer, composer. Voilà, donc on nous fournit le matériel et ils composent comme ils veulent. Un petit sapin, elle a mis des petites guirlandes, des plumes et une rondelle d'orange. Une atmosphère féerique voulue par l'équipe et qui fait le bonheur de toute la famille. Une ambiance un peu chaleureuse avec les décors lumineux, l'esprit un peu de Noël. On se retrouve, on partage un bon moment et puis les enfants repartent surtout avec quelque chose à la maison pour montrer aux personnes qui n'ont pas pu venir avec eux. Et puis surtout pour mettre un peu de déco chez eux. Je voulais faire une activité avec mes enfants, en plus qui rappelle Noël, donc c'était parfait. Et puis on est à Paris, donc on est aussi content de sortir un petit peu de Paris et de faire une petite activité en plein air. Faire profiter des activités à ma petite fille qui a 3 ans et lui montrer les belles décorations de Noël. Ça leur permet de faire d'autres choses et donner des idées aussi aux parents de sortie. Crêpes et jus de pomme chaud à la cannelle vous attendent à la ferme de Galie, une activité à retrouver jusqu'au 18 décembre. On poursuit dans l'ambiance de Noël. C'est un des premiers rendez-vous du département. Le marché de Noël de Coignères a encore attiré de nombreux visiteurs les samedis 26 et dimanche 27 novembre. De multiples animations et temps forts étaient proposés. Balade à poney, mini-ferme, stand avec bien sûr la présence du Père Noël. C'est aussi un reportage de Céline Charles. Il était de retour pour un week-end, le marché de Noël de Coignères a lancé les festivités dans la ville. Grands sapins, illuminations ou encore artisanat d'hiver étaient au programme. Un cocktail féerique pour ravir les habitants venus en nombre malgré la pluie. On commence à profiter tranquillement des préparatifs de Noël, se mettre un peu dans l'ambiance, voilà. C'est un beau marché qui est bien décoré, donc tous les ans on vient ici et on en profite avec les petits animaux, les chevaux. Les illuminations, le Père Noël, pour les enfants, la mini-ferme là, comme ils font, et tous les exposants. Ça annonce les festivités, Noël, la joie dans les cœurs, le Père Noël pour les enfants qui est très attendu. Un marché où chacun a ses préférences. Qu'est-ce que tu peux faire sur le marché de Noël ? Les bonbons. Au total, 28 particuliers et producteurs locaux ont répondu présents. Plusieurs exposants venaient d'ailleurs de Coignères, c'était une volonté de la municipalité. Sur mon stand, j'ai tout un tas de produits de la ruche en fait. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on connaît en pénurie d'énergie et tout ça, c'est important. Et puis ça permet aussi de faire vivre les petites communes, d'avoir une activité locale sur les petites communes. Il y a des sapins de Noël faits avec du coton démaquillant. Et après, dessus, je rajoute des décos. J'aime bien l'ambiance de Noël et puis c'est sympa, c'est familial. Sans oublier bien sûr le Père Noël venu tout droit de Laponie. Je viens rendre une petite visite à mes futurs petits enfants que je vais livrer.
gentiment, que je vais pouvoir récolter un peu des idées pour prévoir la construction au niveau des lutins. Avec une question que l'on se pose tous. Est-ce que les enfants étaient sages cette année? Tous, même les plus grands. Donc il y aura énormément de cadeaux. En attendant les nombreux cadeaux sous le sapin, d'autres rendez-vous festifs sont prévus dans le département. Prochaine date, le marché de Noël de la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux, du vendredi 2 décembre au dimanche 4 décembre. Et après Coignères, d'autres communes organisent leur marché de Noël en décembre. Dès ce week-end, rendez-vous samedi à la Verrière sur le parvis du Scarabée. À Montigny-le-Bretonneux, ce sera 3 jours de festivités de vendredi à dimanche à la ferme du Manet. Et Lancourt organise également son événement pendant 3 jours. Ce sera du 9 au 11 décembre sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Un marché de Noël aussi à Guyancourt, mais un marché solidaire pour la ville jumelée de Comé au Bénin. C'est le 10 entre 10h et 17h. Gros programme en perspective pour le week-end du 9 au 11 décembre puisque Morpa et Plaisir proposeront également leur animation. À Morpa, c'est au gymnase de la Malmedonne et à Plaisir, c'est dans le parc du Château. La commune d'Éclé-sous-Bois revient avec la 2e édition de son marché du 16 au 18 décembre, place Charles de Gaulle et sur le parvis de l'espace Philippe Noiret. Enfin, à Trappes, le marché de Noël se tiendra pendant une semaine sur la place de la Meurise à chaque fois entre 14h et 18h30. Pour la première fois d'ailleurs, la ville proposera une patinoire synthétique dans la salle de la Meurise. Et Gabriel, vous nous avez de nouveau rejoint en plateau. Est-ce que vous avez préparé vos idées de cadeaux pour Noël? Alors, pour être honnête, je m'y prends souvent au dernier moment, donc pour l'instant, pas du tout. On n'est que le 1er décembre, donc j'ai encore un peu le temps. Et vous, pareil, je fais partie de ces personnes qui, le 24 au soir, courent dans les magasins pour essayer de trouver les derniers cadeaux. Comme beaucoup de gens. Oui, je suis un petit peu pareil. Peut-être pas le 24 au soir, mais oui, je le fais généralement la dernière semaine avant le 25. En tout cas, tous ces marchés de Noël pourront nous aider à trouver des cadeaux. Et on reste dans une ambiance hivernale. Partir au sport d'hiver dans les Yvelines, c'est possible. C'est ce que vous propose le parc alpin à côté de 1100, installé depuis le 1er novembre sur l'île des impressionnistes de Chatou. Il vous propose de multiples activités ludiques, ski, luge ou encore raclette en téléphérique. Céline Charles, vous avez testé plusieurs activités. Oui, j'ai testé la patinoire, la luge, tant bien que mal le ski et bien sûr le repas dans une télécabine. C'est ça, je vous propose de découvrir ces activités ensemble. Faire du ski à quelques minutes de Paris, c'est possible sur l'île des impressionnistes de Chatou. Je me trouve actuellement au parc alpin à côté de 1100. Ski, raclette ou encore patinoire, venez découvrir avec moi ces nombreuses activités. Je me trouve actuellement avec Céline Kaya, directrice de la communication et marketing de ce superbe endroit alpin, du coup village alpin. Qu'est-ce que c'est un petit peu? Est-ce que vous pouvez me présenter du coup qu'est-ce qu'on y trouve? La première station d'hiver de l'ouest parisien. On y trouve 3 sites dans un site. On a une piste de luge, une piste de ski avec biathlon, une piste de ski alpin et une grande patinoire de 500 m². Le parc After Work avec 3 bars et des DJ à partir de 17h le soir. Et la 3e partie qui est le domaine de la restauration avec 150 télécabines et plus de 10 téléphériques qui vont de 8 à 16 personnes. De 11h le matin à 23h30, on peut venir déjeuner à partir de 11h le matin et toute la journée, c'est en service continu, en télécabine. Et le soir à partir de 19h, en télécabine pour fondue et raclette. C'est vraiment l'ambiance du ski avec les produits savoyards, un grand sourcing savoyard. Tous les produits viennent de Savoie. Et c'est pour tout public? Et c'est pour tout public. Vraiment des tout petits. C'est gratuit pour les moins de 5 ans. Et on fait un droit d'entrée, mais qu'on appelle le pass entrée de 10 €, mais qui est un bon de consommation. C'est pas une vraie entrée. C'est vraiment pour consommer sur place, pour avoir droit à une attraction, à des crêpes, à des chocolats chauds. Et du coup, pour la patinoire, pour la consommation d'énergie, aussi des télécabines, comment vous avez un petit peu aménagé ça? Tout à fait. Les 500 m², oui, de patinoire. On a travaillé avec une très belle société qui s'appelle Cinerglace, où la consommation d'énergie équivaut à 3 foyers de 4 personnes sur un mois. Et surtout, en télécabine, on a retiré tous les chauffages qui étaient présents dans les télécabines. Les 150 télécabines n'ont pas de chauffage. C'est pour ça qu'on demande aux clients de jouer le jeu, de venir en tenue de ski, et puis on fournit les plaids tous les jours. Et le vin chaud. Bon, moi, ça m'a donné envie, en tout cas. Je ne sais pas vous, mais moi, je vais aller tester ces activités. Bonjour!
serait possible de faire du patin, s'il vous plaît? Bien sûr, je vais vous prendre vos chaussures, s'il vous plaît. C'est parti! Après la patinoire, un petit passage par la piste de luge de plus de 4 mètres de haut et 25 mètres de long. Puis je me suis rendue sur la piste de ski, un tapis roulant en revêtement synthétique qui permet de s'initier ou de retrouver des sensations. Droit, chapelet, super. Bravo. Après l'effort, le réconfort en télécabine avec une carte savoyarde appétissante, ce sera fondu à la truffe pour cette fois-ci. Si vous n'avez pas la chance de partir au sport d'hiver à la montagne, pas de panique, vous pouvez venir vous initier ou pratiquer ici jusqu'au 29 janvier prochain. Et nous avons été rejoints en plateau par Athis Barré. Bonsoir. Bonsoir Athis. Vous êtes conseillère municipale à Poissy, déléguée à la biodiversité et au bien-être animal. Dans quelques instants, vous allez nous présenter une chronique sur la nourriture qu'on peut donner à nos chiens ou non. Tout à fait. On a été rejoint également par Nicolas Dandry. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste de la rédaction. Alors moi j'ai une question. Est-ce que ça vous a donné envie de tester certaines activités autour du plateau? Ah oui, hein, ça donne envie. Moi, la patinoire, je pense que c'est ce qui m'a plus plu. Et puis manger en télécabine aussi, c'est pas mal. C'est une idée originale, effectivement. Athis, Moi aussi, je suis très gourmande, alors manger en cabine. En plus, s'il y a coupure d'électricité, on mange dans la cabine, tranquille. Voilà. Et vous, Nicolas? Pourquoi pas, oui, ça a l'air sympathique. Du ski? Ski, il faut faire attention aux genoux, quoi. Faut faire attention aux genoux, effectivement, puisque Céline, vous l'avez dit, je l'ai senti, sportif, ouais. C'est très sportif. C'est 15 minutes, mais il nous a dit que les personnes étaient fatiguées au bout de 4 minutes. Donc voilà. Je vous propose de passer à la chronique sur le bien-être de nos chers compagnons, les chiens. Vous allez venir régulièrement, Athis, pour faire des chroniques sur le bien-être de nos animaux domestiques. En tout cas, on commence par cette chronique sur... vous allez nous donner des conseils sur l'alimentation de nos chiens. Généralement, on s'embête pas trop, on leur donne des croquettes. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou non ? Alors effectivement, ma chère Mathilde, on a tendance à donner des croquettes à nos chiens, peut-être faute de temps, mais en réalité, les vétérinaires, il y a déjà quelques années, étaient très choqués par la venue de ces paquets qu'ils considéraient comme des graines pour chiens. N'oublions pas que le chien également prend plaisir à manger. Quand c'est bon, il mange. Quand c'est pas bon, il ne mange pas. Donc pour œuvrer pour le plaisir, pour le goût de son chien et sa bonne santé, il faudrait ressortir nos tabliers et cuisiner pour son chien. Également, n'oublions pas que ce qui est bon pour la santé de l'humain est également valable pour son chien. Le canidé est un carnivore, n'hésitez pas à lui proposer des carcasses. Alors, est-ce qu'il faut les cuire avant de leur donner ou non ? Très bonne question, surtout ne pas cuire les os de poulet, les os en général, car le chien, en fait, avec la force de sa mâchoire, en croquant très fort, pourrait se blesser avec les morceaux. Donc il vaut mieux laisser l'os dur. Le chien va détendre sa mâchoire avec va se soulager la mâchoire avec l'os, et puis également il va détartrer ses dents. On a également constaté qu'un chien qui mangeait cru avait des déjections canines qui sentaient moins fort, moins odorantes et moins importantes. Ça, c'est peut-être une bonne solution pour nos trottoirs en ville. Et puis cuisiner, ça permet de diversifier ses vitamines, de mettre un maximum de vitamines, de maîtriser les produits, également de maîtriser le coût en général. Maintenant, les boîtes également sont une excellente alternative. Il y a à l'intérieur de la chair de poisson, des fruits, des légumes, des produits laitiers, car on conserve avec les boîtes la saveur également. Les produits ne sont pas déshydratés. Et alors, est-ce qu'on peut quand même leur donner des croquettes ou non ?
Oui, on peut bien sûr leur donner des croquettes, elles sont complètes, mais surtout demandez l'avis à votre vétérinaire. Il vous donnera la bonne posologie en fonction du poids, de l'âge, si votre chien fait de la tension, de l'obésité, il vous donnera le bon calibrage. Vous pouvez également vous documenter avec de très bons livres. En février 2023, sortira dans les éditions de La Martinière Babine Canine de Valérie Drouet qui va vous donner des conseils, c'est tout nouveau, les conseils pour cuisiner pour son chien. Et bien sûr, vous choisirez le repas idéal avec, en observant vous-même la qualité du pelage, sa musculature physique, son humeur, sa joie. Est-ce qu'il vous boude en ce moment? Est-ce que ses selles sont bonnes ou pas? Et sa faim. Et attention, parce que les fêtes arrivent, ne donnez surtout pas de chocolat à votre chien. Pas de boissons alcoolisées, pas de café, l'oignon, l'ail. Ça peut être mortel. Ça peut être mortel pour vos chiens. Eh bien, merci beaucoup, Atis Barry, d'être venu nous donner vos conseils en plateau. On vous retrouvera dans 15 jours environ pour une nouvelle chronique. Est-ce que vous savez déjà de quoi vous allez nous parler? Alors, ce sera une chronique qui sera réservée aux cadeaux de Noël pour vos chiens, pour vos animaux en général. Alors, sans dévoiler toute la chronique, qu'est-ce qu'on peut offrir comme cadeau, par exemple? Il y a pour les chats, par exemple, pour les amuser un petit peu. Vous avez des petits lasers qui font de la lumière, ça les fera courir un peu. Eh bien, on en parlera dans une quinzaine de jours. On va passer à notre page loisirs. Enfin, on continue cette page loisirs avec vous, Gabrielle. Vous nous avez préparé 5 idées de sortie dans les Yvelines. Par quoi on commence? Je vous propose, Mathilde, de commencer le week-end en musique. La ville de Thoiry propose vendredi soir un concert symphonique. Au total, 55 musiciens seront présents sur scène, reprenant les grandes œuvres de Mozart comme Così fan tutte ou encore celle de César Franck. Cet orchestre est en association avec le Conservatoire à rayonnement régional de Rueil-Malmaison, un établissement reconnu pour son enseignement musical de renommée qui forme chaque année des artistes du monde entier. Et toujours en musique, les solistes de la Ville-Dieu seront à Trappes ce week-end. Tout à fait, c'est le premier concert de la saison 2022-2023. Au programme, un voyage musical sur le thème de l'heure bleue. L'heure bleue, c'est ce moment de silence entre la fin de la nuit et le jour qui se lève. Dans ce projet, Marianne Piquetti et les musiciens mélangent les œuvres et les inspirations pour nous plonger dans une expérience sensorielle et intellectuelle. Tout l'enjeu pour les solistes de la Ville-Dieu qui, depuis 2002, œuvrent pour faire sortir la musique des grandes salles parisiennes en l'ouvrant à tout le monde et en approchant un nouveau public. Du coup, les prix sont accessibles? Oui, il faut compter 8 € à partir de 12 ans et 18 € pour les adultes avec un tarif réduit pour les seniors, ce qui, pour un concert de musique classique, est effectivement assez accessible. Au programme de ce week-end, des expositions également. Tout à fait, je vais vous parler de la 157e Salon des artistes qui se tient à Versailles. Cette année encore, la Société versaillaise des artistes d'Île-de-France, qui est une des plus anciennes associations artistiques françaises, réunit les artistes professionnels et amateurs d'Île-de-France. Alors pendant 2 semaines, dessinateurs, graveurs, sculpteurs ou encore peintres sont réunis. Sur la 60aine d'artistes d'Île-de-France, 23 viennent des Yvelines. Alors parmi les artistes mis à l'honneur cette année, on retrouve la rambolitaine Danielle Dekeyzer, connue pour ses sculptures de bronze. À noter, Mathilde, que samedi à 16h30 aura lieu une remise des prix aux artistes. Et alors elle n'est pas artiste, Gabrielle, mais autrice, et elle vient à la rencontre de ses lecteurs. Oui, pour la 10e édition du prix Roman des étudiants organisé par Télérama et France Culture, la scénariste, réalisatrice et romancière Lucie Rico, auteure du Chant du poulet sous vide ou encore du roman GPS, une fiction sur les angoisses et la géolocalisation teintée de beaucoup d'humour noir, elle vient à la rencontre de ses lecteurs à la médiathèque du Canal de Montigny-le-Bretonneux. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le prix du roman des étudiants, c'est un prix littéraire dans lequel les juges sont les étudiants. Alors parmi les nombreuses universités engagées, celle de Saint-Quentin en Yvelines, d'octobre à décembre, les auteurs vont à la rencontre des étudiants. Alors ces visites, elles sont bénéfiques pour les étudiants, mais aussi pour le grand public, puisque les auteurs se rendent également dans les bibliothèques alentours.
Et pour terminer, Gabriel, vous nous plongez un peu plus encore dans les fêtes de fin d'année avec la fête des Lumières. Vous nous en aviez parlé il y a quelques jours. Après la préparation, place au spectacle. Oui, après les ateliers de confection de lanternes, place à la déambulation de la fête des Lumières. Alors cette année, Guyancourt vous plonge dans un univers fantastique, poétique et coloré. Après le défilé du cortège, un spectacle pour les petits et les grands sera proposé. Merci beaucoup Gabriel Gontier. Est-ce que autour du plateau, vous avez une préférence dans toutes ces activités? Moi, je pense que je partirais sur la fête des Lumières. Ça a l'air très joli. L'exposition d'artistes à Versailles, c'est sympathique ça. Tout a l'air sympa. Et vous, Atis, La fête des Lumières aussi. La fête des Lumières, ça fait l'unanimité, je crois. Nicolas Dandry, comme d'habitude, le jeudi, vous nous préparez un quiz et je crois que cette semaine, il est sur les marchés de Noël. Vous avez vu mon pull, Mathilde? Voilà, le pull de Noël. On va parler des marchés de Noël et on va faire un voyage dans le temps, vous allez voir. Soyez attentive aux images, soyez attentive à ce que vous entendez aussi parce que voilà, ça peut être la réponse. Voilà. Il peut y avoir des indices. Vous êtes prêtes? J'espère qu'il y a des indices. Atis, vous pouvez jouer, bien évidemment. Sur le pull également? Alors, pas sur le pull. Le pull, il n'y a pas d'indice, mais il faut regarder, il faut être attentif aux images. On va voyager dans le temps. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi jouer. Tout de suite, ces images. Nous sommes en 2006. Soyez donc bien attentifs. Regardez bien ces images de ce marché de Noël. À votre avis, quelle commune limitrophe à Montigny-le-Bretonneux organise son premier marché de Noël cette année-là? Je rappelle qu'on est en 2006. Question compliquée pour commencer. Vous avez une idée de cette commune limitrophe à Montigny-le-Bretonneux? Guyancourt peut-être? Non, ce n'est pas Guyancourt. C'est une commune de 50 ans en Yvelines? Je ne donne pas d'indice. Je crois avoir reconnu Saint-Cyr-l'École. Bravo Mathilde. La réponse, Saint-Cyr-l'École qui va s'afficher à l'écran. Voilà, donc Saint-Cyr-l'École effectivement qui a organisé son premier marché de Noël en 2006. Deuxième question, regardons ce reportage sur le marché de Noël des Clés-sous-Bois, c'était en 2009 et écoutez bien. Une très bonne clientèle, des gens toujours aussi adorables, des compliments toujours et c'est toujours agréable d'être là, quoi. Un week-end réservé aux créateurs au commun du château des Clés-sous-Bois. Ce marché de Noël leur propose chaque année depuis plus de 10 ans d'exposer leur savoir-faire. On y trouve donc surtout des idées de cadeaux, de petits tableaux, des accessoires, des bijoux en perles de verre de Murano ou encore des objets de décoration. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup d'idées et je dirais aussi pour toutes les bourses, donc les enfants, les jeunes et puis bien sûr les adultes. On peut toujours trouver quelque chose à offrir. C'est vrai que c'est dans l'heure du temps le marché de Noël. Nous avions innové, ça fait une dizaine ou une douzaine d'années. Donc effectivement, on continue dans notre lancée. La direction de notre association a changé, mais resté fidèle à nos principes de sélection, d'amateurisme, de passion. 29 exposants cette année, dont une grande majorité habituée de ce marché de Noël des Clés. Et si vous êtes friand de ces rendez-vous de fête, notez dès à présent sur vos agendas le marché de Noël de Montigny qui se déroulera ce week-end à la ferme du Manet. Voilà, donc on était en 2009, marché de Noël des Clés-sous-Bois. À votre avis, si vous avez bien écouté, combien il y avait d'exposants? C'était que 29. Mathilde a répondu en première, bravo. L'extrait, on écoute la réponse. Je suis au taquet ce soir. 29 exposants cette année, dont une grande majorité habituée de ce marché de Noël des Clés. Voilà, 29. Mathilde, 2 points. Bon, c'est question de rapidité. Troisième question, toujours en images, direction les féeries de Noël de 2008. Une fête avec des activités en famille pour les parents, les enfants. Et puis on va voir à la fin le spectacle pour conclure l'après-midi. Mais à votre avis, dans quelle commune se déroulent ces féeries de Noël? Et on voit le spectacle nocturne. On a vu quelques indices pour deviner la commune quand même. Je dirais Elancourt. Non, ce n'est pas Elancourt. Les féeries de Noël de 2008. Une idée? Commune de 50 ans en Yvelines. J'ai envie de redire Guyancourt. Non, ce n'est toujours pas Guyancourt. Bon. Morpa. Non plus. Je donne ma langue au chat. Atis. Allez, une commune de 50 ans en Yvelines. Je... Bon,
Vous n'avez pas la réponse, eh bien c'était Trappes. Trappes, on a vu quelques images de la mairie notamment, parce que ces féeries de Noël se tenaient dans la mairie de Trappes, et donc tous les trappistes étaient invités à fêter Noël à la mairie. Quatrième question, c'est un marché de Noël traditionnel dans cette ville, un rendez-vous incontournable avec de plus en plus d'exposants chaque année, vous voyez les images. Sur quel site historique se déroule ce marché de Noël? C'est pas le château... La ferme du Manet? C'est Céline qui a donné la réponse, effectivement. On va voir tout de suite la réponse affichée, la ferme du Manet. Vous êtes très fort ce soir sur ce quiz. Assez simple. Un peu plus simple que les derniers quiz, effectivement. La ferme du Manet qui se situe à Montigny. À Montigny-le-Bretonneux, et on a entendu d'ailleurs dans le reportage de 2009 sur la question. C'est pour ça que je vous avais dit de bien écouter, parce qu'il y a des indices un peu partout ce soir. Cinquième question, une animation que vous retrouvez souvent sur les marchés de Noël, la patinoire. Est-ce que vous pouvez me dire où se situe cette patinoire qu'on voit à l'image? Et puis en plus, le tournage a été réalisé l'année dernière. Effectivement. Où se situe cette patinoire? Bon, qui n'y est pas à l'année, c'est installé uniquement pour Noël. Vous avez pas d'idée? Je sais que c'est pas une commune de Saint-Quentin-en-Yvelines. Enfin, c'est une commune de Saint-Quentin-en-Yvelines, je crois. C'est une commune de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est à la Commanderie. Oui, Mathilde, bravo, la Commanderie à Elancourt, effectivement, qui l'année dernière donc accueillait une patinoire pour célébrer Noël. Allez, dernière question, on reste dans le monde de la patinoire et je vous propose de regarder ces images. Voilà, des images encore piochées dans les archives de TV78. Alors, je ne vais pas vous demander où se situe la patinoire, parce que c'est trop simple, c'est dans l'espace Saint-Quentin, autour du centre commercial de Saint-Quentin, en face de la médiathèque. Mais est-ce que vous pouvez me dire quelle est la couleur du chapeau de la fille qui est tombée plusieurs fois? Rose. Elle avait un manteau rose. C'est le manteau, voilà. Rouge. Non. Est-ce que vous avez été attentif? On la voit tomber plusieurs fois, cette jeune fille, la pauvre. Elle avait un chapeau, de quelle couleur il était? C'est précis, vos questions. Ah bah il fallait bien regarder, je vous l'ai dit. Blanc, peut-être? Non, il moi je n'était pas dirais blanc. violet, quelque chose comme ça. Mathilde, bravo, on va regarder, on va voir l'image, effectivement. Le chapeau est violet. On va le voir. Voilà, effectivement, le chapeau est violet. Mathilde, 4 points ce soir. Oui, alors... Mathilde, vous avez remporté le quiz ce soir. Je vous l'avoue, pour une question, on m'a soufflé la réponse dans l'oreillette. Mais sinon, les 3 autres, j'ai trouvé toute seule. Bon, bah bravo Mathilde, bravo. Voilà, on en apprend un peu plus. Alors, on va de plus en plus piocher dans les archives de TV78 pour aller encore plus loin dans la découverte de la culture yvelinoise, notamment la culture maintenant historique, puisqu'on peut réutiliser ces images de TV78. Et je peux vous confier que j'en ai énormément et j'en ai déjà mis de côté. Eh bien, on attendra vos quiz avec impatience, Nicolas Tendry. Merci beaucoup. C'est bientôt la fin de cette émission, mais juste avant de se quitter, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain. L'hiver s'installe dans les Yvelines. Demain matin, le ciel devrait rester encore bien nuageux sur l'ensemble du département. Au niveau des températures, couvrez-vous bien parce qu'il devrait faire en moyenne 3 à 2 degrés. Dans l'après-midi, pas de gros changements. Le ciel devrait rester couvert. Au niveau des températures, comptez 3 degrés en moyenne dans les Yvelines. Et dans la nuit du vendredi au samedi, quelques flocons devraient faire leurs apparitions dans les Yvelines. Gabrielle Gontier, quel est le temps de ce week-end? Eh bien Mathilde, samedi, le ciel sera voilé sur l'ensemble du département. Du côté des températures, elles seront comprises entre 1 et 3 degrés dans la matinée. L'après-midi, le temps reste nuageux. Il fera 3 degrés à Versailles et Rambouillet et 4 degrés à Mantes-la-Jolie et Houdan. Dimanche, des éclaircies apparaîtront dans la matinée, mais la pluie fait son retour. Comptez 1 degré à Rambouillet, 2 à Mantes et à Versailles. L'après-midi, il fera 2 degrés à Mantes-la-Jolie, Versailles, Houdan et Rambouillet. Merci Gabrielle Gontier. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous.